Monsieur Husson en personne. On voulait faire, et je trouve que c'est une très bonne idée, on voulait faire, j'étais au téléphone, un petit point sur la situation en Palestine et en Israël, parce qu'il y a des évolutions et qui méritent d'être signalées. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, il y a beaucoup de choses à la fois, aussi parce qu'Israël est engagé dans une guerre sur beaucoup de fronts à la fois, hein, puisqu'Israël bombarde le Liban, bombarde en Syrie, bombarde Gaza, est dans une opération en Cisjordanie. Et puis, il y a aussi des difficultés intérieures en Israël pour Netanyahou sur lesquelles on va revenir. Mais d'abord, rappelons les choses les plus terribles. Les bombardements de Gaza continuent. On a retrouvé la semaine dernière les cadavres d'infirmiers ou de médecins qui avaient été assassinés par l'armée israélienne, qui avaient d'abord nié, puis on a retrouvé les cadavres. On a retrouvé une vidéo montrant que c'était bien l'armée israélienne qui avait tiré sur le smartphone de l'une des victimes. Il y avait encore la vidéo enregistrée, etc. Il y a eu un journaliste brûlé vif par un bombardement israélien avant-hier soir. Enfin, les scènes d'horreur se multiplient et le monde reste quand même assez passif, c'est le moins qu'on puisse dire. Hier, Emmanuel Macron était au Caire, où en gros il a expliqué exactement comme les Américains que il fallait que le Hamas quitte Gaza pour qu'il y ait la paix. C'est quand même un problème de dire les choses exactement comme les Américains, surtout après que la Chine et la Russie, elles, ont essayé de trouver les moyens d'un gouvernement palestinien qui inclut toutes les factions, absolument toutes. Bon, on voit bien que tout ça est compliqué, mais il faut dire aussi que Netanyahou est sous tension, même si apparemment hier dans la visite chez Trump, les deux hommes ont repris la notion de nettoyage ethnique de Gaza, c'est-à-dire faire partir les Palestiniens. Malgré tout, il y a eu quand même deux choses qui ne peuvent pas plaire à Netanyahou. La première, c'est quand Trump a dit qu'il allait servir de médiateur entre Erdogan et Israël, alors que Netanyahou, lui, a plutôt envie d'employer la manière forte face aux Turcs en Syrie. Et puis, d'autre part, Trump a annoncé des négociations dont on ne sait pas si elles sont directes ou indirectes avec l'Iran dès cette fin de semaine. Alors, sur ces négociations avec l'Iran, on a du mal à y voir clair, puisqu'on a l'impression que, comme d'habitude d'ailleurs, Donald Trump agite la carotte et le bâton, menaçant tantôt de frapper l'Iran, tantôt proposant des négociations. Est-ce qu'il y a une chance que, au fond, le conflit latent entre l'Iran et les États-Unis se dénoue? Alors, on ne sait pas du tout, en fait s'il n'y a pas un jeu d'ombre concernant les négociations avec l'Iran. Je voyais ce matin sur le réseau X que Golnadel, qui est connu pour être un grand ami d'Israël, disait mais de toute façon l'Iran a déjà la bombe atomique. Alors, est-ce que c'est de l'intox pour justifier d'éventuels bombardements, Golnadel répétant ce qu'il entend éventuellement du côté israélien? Est-ce que c'est un fait? Moi, j'avais été frappé, on avait fait un article dans le Courrier d'ailleurs en octobre dernier. On a enregistré un choc sismique important dans le nord de l'Iran et que certains ont attribué au test d'une arme, alors peut-être d'une arme atomique. Donc, est-ce que l'Iran aurait en fait déjà de quoi construire l'arme atomique et que la négociation, c'est plutôt pour, comme Trump avait négocié avec la Corée du Nord lors de son premier mandat, alors que la Corée du Nord venait d'acquérir l'arme nucléaire? Est-ce qu'il s'agit d'empêcher l'Iran d'aller dans les dernières étapes? Est-ce que les sujets les motifs de bombardement de l'Iran tels qu'annoncés par Netanyahou et éventuellement secondés par Trump sont sérieux? C'est très difficile de le dire, d'autant plus que Trump dit on va négocier directement et que les Iraniens disent non, c'est par l'intermédiaire du sultanat d'Oman.
Donc, il est difficile de savoir ce qu'il en est, surtout à un moment où les États-Unis bombardent le Yémen de façon intensive, mais avec en même temps le Pentagone qui dit ça produit pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup de résultats. De son côté, Netanyahou était embarqué dans l'affaire du licenciement du patron du Shin Bet, des services de renseignement militaire, de renseignement de l'armée israélienne. Où est-ce qu'on en est de cette affaire que nous avons évoquée la semaine dernière? Alors, depuis, on sait une chose qui n'est pas bonne pour Netanyahou, c'est que la raison de la rupture entre les deux hommes vient de ce que Netanyahou voulait que Ronen Bar écrive un rapport dans lequel il aurait été dit que le Premier ministre israélien ne pouvait pas aller témoigner à son procès à cause des risques de sécurité pour Israël et qu'il était trop occupé à faire la guerre. Et Ronen Bar a refusé. Puisqu'on sait que Netanyahou est poursuivi pour plusieurs affaires de corruption et que le procès a déjà commencé et qu'il essaye de ralentir le procès. Donc c'est pas bon pour Netanyahou parce que l'opinion israélienne, évidemment, voit bien comment, enfin, on arrive à l'idée que Netanyahou a besoin de prolonger la guerre pour ne pas être amené devant la justice. Là-dessus, la Cour suprême se réunit aujourd'hui, l'audience a commencé. Alors là, il est un peu plus de 11h30 et les dernières nouvelles que j'ai lues juste avant qu'on commence l'interview sur I24, c'est que l'audience avait été interrompue au bout de 30 ou 45 minutes parce qu'il y avait eu des incidents de séance et en particulier des gens appelés à témoigner ou à donner leur avis et qui parlaient de toute autre chose. Ce serait une tactique dilatoire. Donc, on voit bien que la société israélienne est elle-même très, très divisée en interne, puisqu'il y a un noyau important de la société qui reproche à Netanyahou de ne pas se préoccuper de libérer les otages à Gaza avant toute chose. Voilà où on en est. Est-ce que c'est un procès qui menace vraiment Netanyahou? Alors, moi je pense que y a une sorte de course de vitesse un peu macabre qui est engagée, parce que d'un côté, Netanyahou fait la guerre, veut faire la guerre et éventuellement sur plusieurs fronts, mais de l'autre, il y a des tensions de plus en plus claires dans la société israélienne. Et je pense que le pouvoir de Netanyahou, à partir du moment où, imaginons que la Cour suprême dise le limogeage du chef du Shin Bet n'a pas été fait dans les règles et donc il reste en poste. Le gouvernement israélien a déjà dit on s'en fiche, on passera outre, on agira sans lui. Sauf que, précisément, au moment de la guerre, est-ce que le Premier ministre d'Israël peut se permettre de ne pas adresser la parole au chef du Shin Bet? Et on voit bien qu'il y a des tensions croissantes, il y a des crispations croissantes, en particulier parce que le facteur personnel Netanyahou maintenant va contre ce qu'on pourrait appeler l'état profond israélien, cette continuité de l'armée, des services extérieurs, le Mossad, du Shin Bet, qui garantit la sécurité d'Israël. Dans la pratique, on pourra aussi noter quand même, avant de dire quelques mots de la situation à Gaza, on pourra noter que l'image d'Israël est quand même très écornée. Je ne sais pas si tu as vu ces deux députés britanniques qui ont été bloqués 6 heures à l'aéroport Ben Gurion et qui ont dû rebrousser chemin. Tu as vu cette information? Alors, je n'ai pas vu cette information, mais j'ai vu qu'il y avait des soldats qui avaient, donc, si je comprends bien, la double nationalité britannique et israélienne, qui sont menacés de poursuites pour crimes de guerre en Grande-Bretagne. Donc, je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux choses. Non, c'est deux députés, dont une d'origine arabe et une d'origine chinoise, qui voulaient se rendre en Israël et pour une visite officielle et qui ont été bloqués à l'aéroport. Les Israéliens n'ont pas donné accès au territoire israélien à ces deux députés britanniques. Comme il y a quelques semaines, ça avait été le cas pour deux députés européens, Rima Hassan Oui, et puis une femme députée irlandaise. Exactement. Et je ne sais pas si tu as vu qu'un journaliste libanais, je crois, est mort de ses blessures. Il a été brûlé vif
dans une frappe israélienne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gaza, au passage, et sur les frappes au Liban? Alors, Gaza, la situation humanitaire est peut-être encore plus terrible qu'elle n'était avant le cessez-le-feu de janvier. On dit qu'il y a eu 1300 morts depuis la reprise des bombardements par Israël le 18 mars. Moi, j'ai le soupçon que c'est même plus, mais comme les autorités palestiniennes sur place, alors on dit c'est le Hamas, mais effectivement, ce sont des membres du Hamas, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles élections à Gaza. Ce sont eux qui nous donnaient les chiffres, qui donnent les chiffres des morts, des blessés, des destructions. Mais là, ils ont quasiment interdiction de se déplacer sans être menacés pour leur vie. Donc, c'est très difficile pour eux. Moi, je soupçonne qu'il y a plus de 1300 morts. On a des scènes atroces, d'autant plus qu'il y a des bombes américaines particulièrement puissantes qui visiblement sont testées. On a même eu, alors je suis prudent, il faut examiner la vidéo, mais on a quand même eu une vidéo qui montrait une bombe dont l'impact était tel qu'il y avait des cadavres ensuite qui étaient projetés dans les airs. Donc tout ça est absolument atroce et ça se passe sous les yeux du monde entier. Je répète ce que je dis souvent, c'est qu'il y a beaucoup de grands discours sur le nouvel ordre international, y compris du côté des BRICS, et on voit bien comment les Chinois, les Russes et d'autres versent des larmes sur ce qui se passe. Sauf que s'il n'y a pas une intervention concrète pour arrêter le massacre à Gaza, je ne vois pas qu'on puisse parler sérieusement d'un nouvel ordre international qui soit fondé sur le droit, sur la justice. Alors il y a quand même quelques bonnes nouvelles malgré les pressions. Francesca Albanese, qui est rapporteure de l'ONU pour les territoires palestiniens, a été reconduite. Je signale au passage qu'il y a 80 députés français, en particulier des députés Renaissance, qui avaient écrit à Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, pour lui demander qu'il fasse pression pour que Madame Albanese ne soit pas renouvelée. Il y a quand même des choses assez atroces qui se passent dans notre pays, dans la classe politique. Il faut le souligner. Concrètement, et pour en finir en attendant le prochain bulletin que nous ferons la semaine prochaine sur le Proche-Orient, quel est le risque que l'évacuation, on va appeler ça comme ça, le nettoyage ethnique à Gaza réussisse? Quel est l'avenir du projet évoqué par Donald Trump de déplacer les Gazaouis? Alors moi ce que je pense, c'est que cette expulsion des Gazaouis est quasi impossible. D'abord parce qu'ils ne le veulent pas. Il faudrait quand même s'en souvenir. Ensuite, parce que il n'y a pas de pays qui est prêt à les accueillir malgré les pressions qui sont faites par Israël et par les États-Unis sur un certain nombre de pays, avec un horrible chantage financier en leur disant votre dette sera annulée si vous prenez les Gazaouis. Donc moi, ce que je crains beaucoup plus, c'est que les bombardements et la volonté d'anéantir la population continuent, et c'est plutôt ça le risque. Et je le crains d'autant plus que vu que Donald Trump a déclenché un bras de fer économique avec la Chine, on a l'impression qu'il a monnayé un soutien de la part de Netanyahou. Je rappelle que Israël a toujours eu des relations ambiguës avec la Chine, parce que Israël a toujours vu la possibilité d'investissement chinois, d'être l'un des débouchés des routes de la soie, etc. Et là, moi, il me semble que Trump a demandé à Netanyahou de le soutenir à fond contre la Chine, en échange de le laisser faire le projet du Grand Israël. Là où ça se complique, c'est que dans le projet du Grand Israël, il y a ce qu'on appelle le corridor de David, qui va du plateau du Golan jusque dans les territoires kurdes de Syrie, et qu'évidemment c'est quelque chose d'inacceptable pour la Turquie, comme pour l'Iran d'ailleurs. Mais donc on va avoir beaucoup de chaos, je crois, au Proche-Orient, et les Palestiniens sont malheureusement les victimes de ce chaos, les premières victimes de ce chaos.
Après viennent les Libanais, on en parlait tout à l'heure, puisque Israël continue à bombarder le sud du Liban régulièrement. Et puis il y a bien sûr aussi ceux qu'on appelle les minorités en Syrie. Bon, merci Edouard, on refera un point la semaine prochaine. Et puis on se retrouve de toute façon ce mercredi sur Stratégone. On va parler de la course aux armes hypersoniques et de leur impact sur la paix dans le monde. À très vite Edouard. À bientôt Eric, merci.